Alors, la myologie du membre thoracique. Le membre thoracique va présenter des muscles, nous commençons par les muscles de l'épaule, avec un groupe ventral, muscles subclavier, petit pectoral, grand pectoral, que nous avons vu avec le rachis, avec la myologie du rachis, le groupe médial, formé par le muscle dentelé antérieur ou serratus, groupe latéral, muscle deltoïde, et un groupe dorsal avec le subscapulaire et la coiffe des rotateurs latéraux qui est composée du supraépineux, infraépineux, petit rond, et plus en arrière, les muscles grand rond, grand dorsal et trapèze. Le grand dorsal et trapèze, comme tous les muscles qui sont marqués en jaune, sont des muscles qui sont traités dans le polycope du rachis. Le groupe latéral avec le muscle deltoïde. C'est le muscle qui réalise le relief latéral de l'épaule. Il est très puissant et recouvre l'épaule en dehors et protège l'articulation scapulo-humérale dont il est séparé par une bourse synoviale subdeltoïdienne. Alors, dans ses origines, nous avons besoin d'une vue ventrale et d'une vue dorsale puisque nous avons une partie claviculaire. Ce muscle va s'insérer sur le tiers latéral du bord antérieur de la clavicule et sur la partie adjacente de sa face crâniale. Ensuite, nous aurons une partie acromiale verticale. L'insertion se fait sur le bord latéral de l'acromion par des lames tendineuses. Et nous verrons cette insertion plus en détail car elle est très particulière. Et enfin, une partie épineuse sur le versant caudal du bord dorsal de l'épine de la scapula jusqu'au tubercule trapèze. Voilà, nous reprenons ces insertions. Donc la première claviculaire, les fibres sont obliques en bas et en dehors et légèrement en arrière. De la partie acromiale, nous avons des fibres qui vont partir de lames tendineuses posées perpendiculairement sur le bord de l'acromion. Et les fibres musculaires vont s'épanouir à partir de ces lames. On dit que c'est une insertion péniforme, intercalée d'ailleurs avec des fibres charnues qui vont s'insérer directement sur l'os. Cette disposition permet une augmentation du volume musculaire et forme le relief musculaire de l'épaule. La dernière partie, la partie épineuse, les fibres sont obliques en bas, en dehors et en avant, à l'opposé de celles qui étaient en arrière, provenant du faisceau claviculaire. Alors, la terminaison de ce muscle est très particulière, elle aussi. Sur une vue ventrale, vous vous souvenez que nous avons décrit le bord antérieur de l'os, en haut la gouttière intertubérositaire et en dessous le V deltoïdien. Cette tubérosité deltoïdienne, où va se faire cette insertion terminale, donc, est en forme de V et se situe sur la face antérolatérale de la diaphyse humérale et le bord antérieur au niveau de sa partie moyenne. La partie claviculaire de tendon terminal va s'insérer sur la branche ventrale du V deltoïdien, c'est-à-dire le bord antérieur de l'humérus. La partie épineuse sur la branche dorsale et la partie acromiale entre les deux. Alors, la terminaison de ce muscle, comme nous venons de le voir,
voici sur une vue latérale, ce tendon terminal sur la tubérosité deltoïdienne, avec la portion claviculaire en avant, donc sur la branche antérieure, la portion moyenne acromiale sur la branche moyenne, et la portion épineuse sur la branche dorsale. L'innervation de ce muscle se fait à partir du nerf axillaire qui tourne autour du col chirurgical de l'humérus, accompagné de la veine et de l'artère circonflexe antérieure et postérieure. L'action du muscle, alors c'est une abduction, voilà. Quand les trois parties agissent en synergie, le deltoïde exécute une abduction pure de l'épaule jusqu'à 90 degrés, puisqu'on sait que les 10 premiers degrés d'abduction appartiennent au supraépineux, nous le verrons tout à l'heure. Par contre, individuellement, les trois faisceaux ont une action. Pour le faisceau claviculaire, une rotation médiale et une antépulsion. Pour la portion épineuse, une rotation latérale et une rétropulsion. Et les fibres les plus médiales réalisent une adduction de l'épaule. Une abduction de l'épaule, pardon. Abduction. La pathologie, la paralysie de Duchenne-Herbe, qui vient des racines C5, C6, abolit les actions du deltoïde par atteinte du nerf axillaire, qui sont donc les racines de ce nerf, C5, C6. L'inflammation de la bourse synoviale subdeltoïdienne entraîne une limitation de l'abduction de l'épaule, et notamment dans les périarthrites scapulo-humérales. Alors, ce muscle subscapulaire, ça va s'insérer dans la fosse subscapulaire et se terminer sur l'humérus. Cette fosse subscapulaire comporte des crêtes et ce muscle va s'insérer sur ces crêtes grâce à des lames aponevrotiques, alors que les fibres charnues vont s'insérer directement entre les crêtes. La direction de ce muscle, en ce qui concerne les fibres les plus hautes, est pratiquement horizontale, alors que les basses sont obliques en haut et en dehors. Le tendon se termine sur le tubercule mineur de l'humérus, en passant sous le processus coracoïde, et l'innervation de ce muscle est faite par les nerfs supérieurs et inférieurs du subscapulaire. L'action, il est adducteur et rotateur médial de l'épaule et il assure également la stabilité ventrale de l'articulation scapulo-humérale. On dit que c'est le muscle de l'antiluxation ventromédiale. En ce qui concerne le muscle supraépineux, son insertion se fait dans les 2 tiers médiaux de la fosse supraépineuse et sur la face crâniale de l'épine de la scapula. Les fibres sont légèrement en dehors et en haut, et le tendon passe sur l'articulation scapulo-humérale en au-dessus en adhérant à la capsule, et il se termine à la face crâniale du tubercule majeur. Son innervation se fait par le nerf suprascapulaire qui passe dans l'incisure scapulaire qui est fermée par un petit ligament. Et son action, c'est le starter de l'abduction, puisque c'est lui qui va démarrer l'abduction jusqu'à 10 degrés de l'épaule. Ce sont les premiers 10 degrés. Et il est également rotateur latéral de l'épaule. Le muscle infraépineux s'insère bien évidemment dans la fosse infraépineuse, 2 tiers médiaux, et face caudale de l'épine de la scapula. Les fibres sont obliques en haut et en dehors, et le tendon se termine sur le tubercule, sur la facette moyenne du tubercule majeur,
à la face postérieure, bien évidemment. Innervation se fait également par le nerf suprascapulaire, toujours dans l'incisure suprascapulaire. Et quant à l'action de ce muscle, il est essentiellement rotateur latéral de l'épaule, avec une petite composante d'abduction. Le muscle petit rond, le troisième de la coiffe des rotateurs, s'insère par des fibres charnues à la partie crâniale du tiers latéral de la fosse infraépineuse, le long du bord axillaire de la scapula. Et vous voyez qu'il y a deux facettes qui sont séparées par une gouttière où passent les vaisseaux circonflexes scapulaires. Trajet évidemment oblique en haut et en dehors, et terminaison sur la facette caudale du tubercule majeur au-dessous de celle de l'infraépineux. L'innervation se fait par un rameau du nerf axillaire et son action, il est rotateur latéral de l'épaule et adducteur accessoire. Le dernier, c'est le muscle grand rond. Son origine se fait sur la partie caudale du tiers latéral de la fosse infraépineuse et le bord axillaire de la scapula. L'insertion se fait sous celle du petit rond que nous venons de voir, jusqu'au-dessus de l'angle inférieur de la scapula. Les fibres se portent en dehors et en avant et se jettent sur un tendon, et la terminaison de ce tendon va se faire sur le versant médial de la lèvre médiale du sillon intertuberculaire de l'humérus, en dedans de l'insertion du grand dorsal. Voilà, nous reprenons une vue antérieure, une vue ventrale, pour bien voir l'insertion de ce muscle. Je vous rappelle, sur le versant médial de la lèvre médiale du sillon intertuberculaire. Son innervation se fait par un rameau, le rameau du grand rond, qui est issu du nerf subscapulaire, qui est lui-même une branche collatérale du plexus brachial. Ici se place le grand dorsal, sur le versant latéral de la lèvre médiale, et enfin s'est placé le grand pectoral, qui lui est sur la lèvre latérale. L'action, adduction, rotation médiale et rétropulsion de l'humérus ou du bras. Les espaces axillaires, la disposition de ces muscles que nous venons de voir fait que nous avons entre leur bord supérieur ou inférieur des espaces qui sont très importants à connaître, puisque ces muscles vont former ce que l'on appelle la paroi de l'espace axillaire dans lequel descend le plexus brachial, et par ces espaces qui sont ménagés entre ces muscles, ces interstices, sortiront les branches terminales du plexus brachial. Alors nous venons de mettre en place le subscapulaire, la longue portion du triceps brachial, le grand rond, le grand dorsal, le grand pectoral, enfin son tendon tout au moins, vient de descendre l'artère brachiale, axillaire puis brachiale, qui a donné la circonflexe de l'humérus,
accompagné de nerf axillaire. Le nerf radial. Et voilà le premier espace qui s'est mis. Cet espace quadrilatère est appelé espace axillaire latéral. Et il est délimité en haut par le petit rond, en bas par le grand rond, en dedans par le long chef du triceps brachial et en dehors par l'humérus. Et vous verrez en topographie qu'il laisse passer un paquet vasculo-nerveux qui va tourner autour du col chirurgical de l'humérus, le nerf axillaire, l'artère circonflexe postérieure de l'humérus, ainsi que ses deux veines satellites qui l'accompagnent. Vient de se placer un espace triangulaire qui est l'espace axillaire médial, qui est limité en haut par le petit rond et la scapula, en bas par le grand rond et en dehors par le chef long du triceps brachial. Et cet espace est traversé par une branche de l'artère subscapulaire, l'artère circonflexe de la scapula et ses deux veines satellites. Et le dernier espace qui vient de se mettre en place est l'espace axillaire caudal, limité en haut par le grand dorsal, en bas et en dedans par le chef long du triceps brachial et en dehors par l'humérus. Il s'ouvre sur le sillon du nerf radial et laisse passer d'ailleurs le nerf radial, l'artère brachiale profonde et les deux veines satellites qui l'accompagnent. Nous allons revoir ces espaces en vue dorsale. Les muscles se mettent en place, le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond, le grand rond, le grand dorsal, la longue portion du triceps brachial, les vaisseaux et les nerfs qui nous intéressent, et vient de se mettre en place l'espace axillaire latéral que nous avons décrit tout à l'heure, avec les éléments qui le traversent. L'espace axillaire caudal et l'espace axillaire médial. Pathologie, le syndrome canalaire suprascapulaire. Le nerf suprascapulaire qui passe dans l'incisure scapulaire peut être comprimé à ce niveau. Avec une amyotrophie, voire une paralysie complète du supraépineux et de l'infraépineux. On peut avoir également une rupture de la coiffe des rotateurs, qui est une pathologie fréquente de l'épaule, avec une rupture essentiellement du supraépineux. Les muscles du bras. Voici une coupe horizontale qui a été prise dans les polycopes de topographie et qui vont nous permettre de mettre en place les loges musculaires du bras. Voici l'humérus. Des bords de l'humérus jusqu'à la face profonde de l'aponévrose brachiale, nous avons des cloisons intermusculaires qui s'appellent des septums, avec un septum latéral, et vous voyez un septum médial qui est dédoublé. En fait, il est dédoublé parce que dans cette petite loge passeront des vaisseaux et des nerfs. Cette loge s'appelle le canal brachial. Nous avons donc une loge antérieure qui va comprendre trois muscles. Le biceps brachial, le muscle brachial, et nous ne voyons pas sur cette coupe le dernier muscle qui s'appelle le coracobrachial. La coupe intéresse un segment de ce bras qui est en dessous de l'insertion de terminaison du coracobrachial. Et puis une loge postérieure dans laquelle nous allons trouver les trois chefs du triceps brachial. Les voici, le chef latéral, le chef médial
et la longue portion ou le chef-long du muscle triceps brachial. Nous allons donc commencer par la loge antérieure avec les trois muscles, biceps brachial, muscle brachial et coracobrachial. Le coracobrachial, c'est un muscle fusiforme qui part du processus coracoïde de la scapula vers la diaphyse humérale. Son origine se fait au sommet de ce processus coracoïde par un tendon commun avec le chef court du muscle biceps brachial. Les fibres sont obliques en bas et en dehors. Il a une particularité, il possède une petite boutonnière par lequel ce corps musculaire est traversé par le nerf musculocutané. Et la deuxième particularité, c'est qu'il est enveloppé par le fascia clavipectoral que nous avons étudié avec le polycopier rachis, avec les muscles de la paroi antérieure du thorax. Et sa terminaison se fait au tiers moyen de la face antéromédiale de l'humérus, et son innervation par les rameaux supérieurs et inférieurs du coracobrachial, qui est issu du nerf musculocutané, lui-même branche terminale du plexus brachial. Vous voyez le nerf musculocutané qui vient de traverser le muscle dans sa boutonnière. L'action de ce muscle, il est antépulseur et adducteur ainsi que rotateur médial de l'épaule. Le muscle brachial, alors c'est un muscle court et puissant qui est étendu de l'humérus à l'ulna. C'est le plus important même, fléchisseur de l'articulation du coude, quelle que soit la position de l'avant-bras, en supination ou en pronation. Origine. Sur la moitié caudale ou distale du bord antérieur, s'étendant de chaque côté sur les faces antéromédiales et antérolatérales, ainsi que sur les septums intermusculaires, aussi bien médiales que latérales. Donc c'est une insertion très étalée. Et cette insertion remonte au milieu entre les insertions du deltoïde et du coracobrachial. Voilà le septum latéral, le septum médial, et voilà l'insertion du brachial. C'est un vaste corps musculaire qui va se terminer par un large tendon, franchir l'articulation du coude et prendre insertion sur la face caudale du processus coronoïde, sur la tubérosité ulnaire. Il s'étale également sur la capsule articulaire du coude. Il va émettre latéralement une expansion aponevrotique épaisse qui va se perdre dans le fascia antébrachial, c'est-à-dire l'enveloppe générale des muscles de l'avant-bras, et recouvrir ainsi les muscles épicondylaires latéraux. L'innervation se fait par des rameaux du nerf musculocutané. Voici le nerf qui retraverse le coracobrachial par sa boutonnière et descendre traverser le fascia du pli du coude, donner son rameau d'innervation pour le muscle brachial,
L'action de ce muscle, donc on a dit tout à l'heure qu'il était le plus puissant fléchisseur du coude ou de l'avant-bras sur le bras. C'est un muscle tonique de posture et qui trouve son maximum d'activité à 120 degrés de flexion et indépendamment de la position de l'avant-bras en pronation ou en supination. La pathologie de ce muscle, c'est une paralysie musculaire par atteinte des racines C5, C6, c'est la paralysie de Duchenne-Herbe, dont nous avons parlé tout à l'heure. Et c'est également la présence d'ostéomes au niveau du brachial, par calcification d'hématomes. Et ces ostéomes calcifiés vont empêcher le jeu musculaire et donc entraîner une raideur articulaire. Le biceps brachial, comme son nom l'indique, est un muscle composé de deux chefs tendus de la scapula au radius. Alors, origine du chef long, c'est le tubercule susglénoïdal avec un tendon qui est horizontal, intracapsulaire, extrasynovial. Ce tendon descend dans la gouttière intertubérositaire, maintenu par le ligament transverse et par le tendon du grand pectoral. Et le chef court, lui, naît du sommet du processus coracoïde dans son bord latéral et en dehors du tendon du muscle coracobrachial qui lui est sur le versant ventrolatéral. Voici le muscle. Les deux chefs se réunissent à la partie moyenne du bras, à peu près à la hauteur de l'insertion du deltoïde, et donne à ce moment-là un corps musculaire unique qui va se jeter sur un tendon. Et ce tendon, en passant au-dessus de l'articulation du coude, va déterminer un sillon bicipital médial à l'intérieur et un bicipital latéral à l'extérieur. Ce sont les gouttières bicipitales. Sur le rebord médial de ce muscle va cheminer dans ce sillon bicipital médial un pédicule vasculonerveux le nerf médian, l'artère brachiale et les veines satellites qui l'accompagnent. La terminaison va se faire sur la tubérosité radiale, mais à sa partie postéromédiale, séparée par une bourse synoviale bicipitale, et ce tendon va donner une expansion aponévrotique qui va recouvrir les muscles épicondylaires médiaux et le pédicule vasculonerveux du sillon bicipital médial, et qui va irradier dans le fascia antébrachial, mais côté ulnaire, à l'opposé de ce que l'on a vu tout à l'heure pour le muscle brachial. En ce qui concerne son innervation, chacun des deux chefs va recevoir un rameau du nerf musculo-cutané juste après sa traversée du muscle coracobrachial. En ce qui concerne son action, c'est un muscle biarticulaire, phasique, propre au mouvement d'enroulement, avec un maximum d'efficacité à 90 degrés de flexion du coude. Biarticulaire puisque ces tendons passent au-dessus de la scapulo-humérale et au-dessus de l'articulation et au-devant de l'articulation du coude. Au niveau de l'épaule, quelle est son action? Le chef long fait partie des coaptateurs de l'épaule et intervient dans l'abduction et la rotation médiale de l'épaule. Son chef court participe à l'adduction et à l'antépulsion de l'épaule. Et son efficacité dépend de la position de l'épaule par étirement préalable des deux chefs
en rétropulsion, abduction et rotation latérale. Au niveau du coude, son action, il est fléchisseur du coude et supinateur. Les muscles supinateurs sont plus développés que les pronateurs parce que la supination va permettre, avec la flexion, de porter la main à la bouche. Et son efficacité va dépendre de la prosupination. Les deux chefs sont plus performants s'ils ont été au préalable étirés en extension du coude et en pronation. Voilà l'insertion sur la vue de gauche. Vous avez une coupe horizontale qui vous permet de voir l'insertion du tendon terminal du muscle biceps brachial qui se fait à la partie postérieure du tubercule et les bourses synoviales qui permettent un meilleur glissement de ce tendon. Se met en place maintenant le muscle supinateur que nous verrons ultérieurement avec entre ses branches le nerf radial. Pathologie, toujours la paralysie musculaire C5, C6 de Duchenne-Herbe. Et on peut voir dans certaines circonstances une rupture du tendon du cheflon dans le sillon intertuberculaire. Cela entraîne une rétraction du ventre musculaire qui forme une masse saillante à la partie moyenne du bras. Si nous reprenons nos coupes horizontales, nous allons pouvoir mettre en place le triceps brachial dans sa loge postérieure. Voilà, un seul muscle mais trois chefs, un chef latéral, un chef médial et un chef long. Alors, origine de ce triceps. Tout d'abord, le chef long, son origine se fait sur le tubercule infraglénoïdal. Le corps musculaire passe entre le petit rond et le grand rond, en délimitant les espaces axillaires que nous avons vus, espace axillaire médial, latéral et caudal. Le chef médial va s'insérer sur la face postérieure de la diaphyse humérale, en dessous du sillon du nerf radial, en s'étalant sur le septum intermusculaire médial. Donc cette insertion se fait de façon étalée, contrairement à ce que nous allons voir pour le chef latéral. L'insertion du chef latéral se fait sur la diaphyse humérale, à sa face postérieure, au-dessus du sillon du nerf radial. Son insertion est linéaire et remonte vers l'intérieur en haut, passe en pont au-dessus de la gouttière du nerf radial et se continue en dessous de cette gouttière sur quelques millimètres. Et voici le corps musculaire. Les fibres descendent sur un tendon commun qui va s'insérer à la partie postérieure de la face crâniale de l'olécrâne en débordant sur les faces latérales et médiales. L'action de ce muscle, le chef latéral et médial sont puissants et uniarticulaires et ce sont les seuls véritables extenseurs de l'avant-bras sur le bras. Le chef latéral intervient essentiellement à moins 30 degrés de déflexion. On appelle déflexion l'extension du coude. Et le chef médial va intervenir entre 30 et 90 degrés de déflexion, c'est-à-dire toujours pareil, d'extension.
Le chef long, lui, possède en plus une action sur l'épaule puisqu'il est biarticulaire. Il est rétropulseur, adducteur et rotateur latéral. L'innervation se fait par le nerf radial qui va donner un rameau pour chacun des chefs. La pathologie, c'est la fracture de la diaphyse humérale qui va pouvoir léser le nerf radial dans son sillon, ou au-dessus, et entraîner alors une paralysie du triceps brachial, c'est-à-dire une paralysie de l'extension de l'avant-bras sur le bras. Nous allons continuer les muscles de l'avant-bras avec la loge postérieure. Voilà, nous avons en place les deux os, le radius et l'ulna, la membrane interosseuse et les différentes loges, la loge antérieure et la loge postérieure ainsi que la loge. Les muscles épicondylaires médiaux vont se retrouver au niveau de cette loge antérieure en deux couches. Nous allons trouver le fléchisseur radial du carpe, le long palmaire, le fléchisseur ulnaire du carpe, le fléchisseur superficiel des doigts. Et vous voyez, nous avons également le rond pronateur qui est écrit en jaune parce que nous ne l'avons pas sur la coupe mais qui existe. Simplement la coupe de notre avant-bras passe en dessous de son insertion. Alors, dans ces muscles épicondylaires médiaux, le rond pronateur, voilà l'épicondyle médial, le rond pronateur, le premier muscle qui se met en place, le deuxième, le fléchisseur radial du carpe, le troisième, le long palmaire, le fléchisseur ulnaire. Le rond pronateur tout d'abord, c'est un muscle qui possède deux faisceaux et dont l'origine va se faire pour le chef huméral sur la face antérieure de l'épicondyle médial et pour le chef ulnaire sur la face médiale du processus coronoïde de l'ulna. Voilà le chef profond et voici le chef huméral. Il est oblique en bas et en dehors et les deux chefs vont se jeter sur un tendon aplati qui se termine à la partie moyenne de la face latérale du radius. Alors, ce qui est très important, c'est que entre ces deux chefs, nous allons trouver le nerf médian, l'artère brachiale, qui va donner ces deux branches, une branche radiale qui va passer en avant du muscle et une branche ulnaire qui, elle, va passer en arrière du muscle. Ce qui permet de dire que le nerf médian est pincé par le rond pronateur, qui est lui-même pincé par la bifurcation de l'artère brachiale. Alors, ce nerf est innervé bien sûr par le nerf médian et son action. Le chef huméral
biarticulaire, phasique et fléchisseur du coude et pronateur de l'avant-bras, d'autant plus que le coude est en extension. Et le chef ulnaire, lui, qui est monoarticulaire tonique, est uniquement pronateur. Le deuxième muscle que nous allons voir, c'est le fléchisseur radial du carpe. Le voici qui se met en place. Son origine se fait sur la face antérieure de l'épicondyle médial. Voici le petit rond vert qui vient d'apparaître. Son trajet est oblique en bas et en dehors. Il va se poursuivre. Les fibres musculaires vont donner un long tendon qui va gagner la partie latérale du canal carpien. Et sa terminaison se fait sur la face antérieure de la base du deuxième métacarpien et il envoie des expansions sur le troisième métacarpien et sur le tubercule du trapèze. Voici sa terminaison. Voilà. Base des deux métacarpiens, deuxième, troisième, et tubercule du trapèze. Son innervation, bien sûr, vient d'un rameau du nerf médian. Et son action, eh bien, il permet la flexion et l'inclinaison latérale du poignet. On dit abduction du poignet, et il est pronateur. Flexion, abduction, pronation. Le suivant, c'est le long palmaire. Le voici en place. Alors, c'est un petit muscle épicondylaire médial qui est fin et même parfois inexistant. Dont l'origine se fait en dedans de l'insertion du fléchisseur radial du carpe que l'on a vu, à la face antérieure de l'épicondyle médial, bien sûr, et dont le trajet se fait verticalement vers le poignet, et vous voyez qu'il donne très rapidement un tendon qui s'épanouit sur le rétinaculum des fléchisseurs, tout en envoyant des fibres au niveau de la ponévrose palmaire pour former ce que l'on appelle les lames prétendineuses, ou bandelettes prétendineuses. Il est fléchisseur du poignet et tenseur de la ponévrose palmaire. Son innervation aussi appartient au médian. Et il a une importance parce que sa pathologie est très connue. C'est la maladie de Dupuytren qui correspond à une atteinte des lames prétendineuses de la ponévrose palmaire en entraînant la rétraction progressive des doigts et de la paume de la main qui va se mettre en flexion avec une perte évidemment de la fonctionnalité de la main. Et ces brides sous-cutanées rétractiles vont devoir être libérées chirurgicalement. Le suivant, c'est le fléchisseur ulnaire du carpe. Alors, son insertion est moins simple, puisqu'il nous faut une vue antérieure et une vue postérieure. Voilà. Sur une vue ventrale, nous voyons que l'origine, le chef huméral, va naître de la face antérieure de l'épicondyle médial, comme pour les autres muscles. Cependant, nous avons également un chef ulnaire que nous voyons en vue dorsale ou postérieure de l'ulna, et l'insertion va se faire le long du bord postérieur sur le versant médial, et entre les deux, nous avons une arcade fibreuse que l'on appelle la bandelette épitrocléo-olécrânienne ou épicondylo-olécrânienne médiale, c'est-à-dire qui va du condyle médial à l'olécrâne. Elle relie donc les deux insertions, formant un canal dans lequel va descendre le nerf ulnaire. Le trajet des fibres est assez particulier puisque les fibres vont naître de ces insertions et
le corps charnu, large et étalé, va présenter une concavité latérale, c'est-à-dire qu'il va s'enrouler autour du bord de l'ulna. Et dans cette concavité va descendre le nerf ulnaire jusqu'à sa terminaison finale, c'est-à-dire le petit canal qui va lui permettre de s'épanouir au niveau de la main. Donc ce muscle s'enroule le long du bord médial de l'ulna comme un cornet. Le voilà. Alors son innervation, ou plutôt sa terminaison d'abord, le tendon va passer dans le dédoublement superficiel du rétinaculum des fléchisseurs à sa partie médiale, pour se terminer sur le pisiforme. Vous savez que le pisiforme est considéré comme étant un os sésamoïde de ce tendon. Et il va envoyer des expansions qui sont en fait ses véritables terminaisons aussi. 6 expansions. La première sur la ponévrose palmaire, la deuxième sur le rétinaculum des fléchisseurs, la troisième sur l'amulus de l'os amatome, la quatrième sur le ligament piso-amatome, que l'on appelle également pisi-insuformien, le cinquième sur la base du cinquième métacarpien et le sixième sur le ligament piso-métacarpien. Son action, principalement sur le poignet, dont il va permettre la flexion, mais en même temps une inclinaison médiale ou adduction, et secondairement, puisqu'il a une insertion humérale, il va participer à la flexion de l'avant-bras sur le bras. Et son innervation, bien sûr, dépend du nerf qui descend dans sa concavité, c'est-à-dire le nerf ulnaire. Alors, sa pathologie, le nerf ulnaire peut être comprimé sous l'arcade d'insertion du muscle, l'arcade épicondylo-olecrânienne médiale, entraînant des dysesthésies et une diminution de la force musculaire dans les territoires du nerf. Une dysesthésie, c'est-à-dire une sensation qui n'est pas une sensation habituelle ou normale, voire douloureuse. Ce syndrome canalaire est traité par section de cette arcade fibreuse. Et vous voyez que l'on vous rappelle que les muscles épicondylaires médiaux sont entourés par l'expansion aponeurotique du biceps brachial. Alors, maintenant, dans cette loge antérieure, nous avons le fléchisseur superficiel des doigts, et dans une couche plus profonde, nous verrons ultérieurement les fléchisseurs profonds des doigts, et notamment le fléchisseur propre du pouce. Maintenant, le fléchisseur superficiel des doigts. Son origine va se faire par 2 chefs. Un chef huméro-ulnaire qui naît de la face antérieure de l'épicondyle médial et de la face médiale du processus coronoïde. Voilà les 2 chefs marqués. Et un chef radial qui va s'insérer sur le bord antérieur du radius dans sa moitié crâniale. Et le voilà marqué. Et entre ces insertions, nous allons avoir une arcade tendineuse qui va réunir ces 2 chefs et dont vont partir des fibres musculaires. Et là aussi, nous avons un rapport très important puisque nous avons le nerf médian qui va passer en arrière de cette arcade. Alors, dans son trajet, le muscle va se disposer en 2 plans. Il va donner évidemment rapidement des tendons. Voilà le plan profond. Et vous voyez que on a 2 corps musculaires. Et ces corps musculaires sont destinés au 2e et 5e doigt. Et le chef superficiel, lui, va donner un corps musculaire et un tendon pour les 3e et 4e doigts. Les 4 tendons vont rester disposés en 2 plans lorsqu'ils vont traverser le canal carpien.
Voilà. Si on fait une coupe au-dessus du poignet, vous voyez que les tendons sont les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'on va avoir le plan superficiel et le plan profond avec le 2 et le 5 en profond et par-dessus le 3 et le 4. Par contre, au niveau de la main, nous allons retrouver un alignement des tendons puisque les tendons vont se diriger bien sûr vers leurs doigts respectifs. L'innervation va se faire par le nerf médian. Et leur terminaison est assez particulière, voilà. Les 4 tendons qui sont dessinés aux 4 derniers doigts de la main. À la hauteur de la première phalange, chaque tendon va se diviser en 2 bandelettes latérales qui vont diverger, puis de nouveau reconverger pour fusionner et se terminer sur les bords latéraux de la deuxième phalange. Ainsi est formé un orifice qui va être traversé par le tendon du fléchisseur profond que nous verrons ultérieurement. On dit que ces tendons du fléchisseur superficiel des doigts sont perforés et ceux du fléchisseur profond des doigts sont des perforations. Alors, on vous signale qu'au niveau du poignet de la main, ces tendons glissent dans une gaine osséofibreuse du canal carpien par l'intermédiaire de gaines synoviales que nous verrons à la fin du cours. Ces tendons sont également maintenus par des poulies fibreuses au niveau de l'articulation métacarpophalangienne et de la première et deuxième phalange. Que l'innervation, bien sûr, est assurée par des rameaux du médian. Et que là, nous avons une action qui va se faire par une flexion de l'articulation interphalangienne proximale. Et en remontant, nous allons trouver une flexion de l'articulation métacarpophalangienne et une flexion du poignet. Et on vous dit qu'il est également adducteur du poignet. Et bien sûr, puisque nous avons une insertion humérale, nous avons également une flexion du coude grâce à cette insertion. Alors maintenant, nous allons voir la couche profonde de cette loge antérieure qui est formée par les nerfs fléchisseurs profonds, qui sont le fléchisseur profond des doigts et le long fléchisseur du pouce. Et puis nous avons un troisième petit muscle que nous ne verrons pas sur la coupe, bien sûr, parce qu'il est très bas, et il n'intéresse pas donc notre coupe, et c'est le carré pronateur. Nous allons commencer du pouce, dont l'origine va se faire au niveau de la face antérieure du radius, dans les 3/4 crâniaux et sur la portion adjacente de la membrane interosseuse, à la face ventrale bien sûr. Et on peut avoir une insertion accessoire sur le processus coronoïde de l'ulna, mais bon, on le sait, mais on l'oubliera. Il descend donc verticalement, passe en avant du carré pronateur, et va traverser le canal carpien pour atteindre la colonne du pouce, en cheminant entre les 2 faisceaux du court fléchisseur du pouce que nous verrons avec les muscles de la main. Sa terminaison se fait sur la base, au niveau de la face antérieure, de la dernière phalange du pouce, et vous savez que le pouce n'a que 2 phalanges, donc c'est sur P2. L'innervation appartient au médian, et son action va être une flexion de l'articulation interphalangienne du pouce, puis de l'articulation métacarpophalangienne, et en remontant, une flexion et une abduction accessoire du poignet. Le muscle fléchisseur profond des doigts. Son insertion est triple. Elle se fait sur l'ulna, dans les 3/4 crâniaux des faces antérieures et médiales de l'ulna. Une insertion radiale sur la tubérosité radiale et sur la membrane interosseuse adjacente. Et entre les deux, nous allons avoir une arcade fibreuse. Les 4 faisceaux qui vont constituer donc les 4 tendons, qui vont se jeter sur 4 tendons pour chacun des doigts,
gagnent le canal carpien, puis la paume de la main, et à la hauteur des métacarpiens vont être rejoints par 4 muscles lombricaux que nous verrons également quand nous ferons la myologie de la main. La terminaison va se faire bien sûr par 4 tendons qui cheminent dans une gaine à la face profonde des tendons du fléchisseur superficiel des doigts. Chaque tendon va s'insérer sur la face antérieure de la base de la 3e phalange par un tendon que l'on appelle perforant puisqu'il va traverser le tendon perforé du fléchisseur superficiel. Voici cette terminaison. Là, nous avons le tendon perforé du fléchisseur superficiel, les tendons perforants du fléchisseur profond avec ses muscles lombricaux. Et si nous prenons un doigt, voilà, voici le tendon perforé et le tendon perforant qui va se terminer sur P3. Son innervation est double. Alors attention, le nerf médian va innerver les 2e et 3e tendons, alors que le nerf ulnaire va innerver les 4e et 5e tendons. Et son action, eh bien évidemment c'est une flexion des interphalangiennes proximales, enfin des distales, des proximales plutôt, et des métacarpophalangiennes, et bien sûr une flexion du poignet sur l'avant-bras. Et enfin notre dernier petit muscle qui est le carré pronateur, qui est un tout petit muscle qui est situé, qui est quadrangulaire, court, étendu entre radius et ulna. Il va du quart caudal de la face antérieure de l'ulna, ses fibres sont horizontales, et il se termine sur le quart caudal de la face antérieure du radius. Il est innervé par une branche du médian, et son action, bien sûr, c'est un muscle tonico-postural pronateur de l'avant-bras. Et en arrière de lui va passer le nerf interosseux antérieur. Maintenant, nous allons étudier la loge latérale où l'on va trouver le muscle brachio-radial, le long extenseur radial du carpe, le court extenseur radial du carpe, et puis au-dessus de cette coupe, le muscle supinateur. Le brachioradial. Son origine se fait sur le quart caudal du bord latéral de l'humérus, au-dessus du condyle latéral. Le voici. Les fibres vont s'enrouler à la face latérale de l'avant-bras et vont donner rapidement un tendon qui se termine sur la base du processus styloïde du radius. Son innervation se fait par le nerf radial. Vous voyez le nerf radial qui se met en place avec sa branche terminale et sa branche profonde qui va innerver les muscles de la loge postérieure de l'avant-bras. Et son action, il est essentiellement fléchisseur du coude, accessoirement, très accessoirement supinateur. Il devient même pronateur quand le coude est fléchi et il peut être supinateur lors d'une pronation forcée. Le deuxième muscle que nous allons voir, c'est le muscle long extenseur radial du carpe. Lui s'insère sur le bord latéral de l'humérus, au-dessus du condyle latéral et juste en dessous du précédent. Le voici. Il donne rapidement un tendon en descendant le long du bord latéral du radius et à sa face postérieure. Et vous voyez que le tendon est légèrement transparent parce qu'en fait,
Le tendon se situe à la partie postérieure du radius, à la face postérieure, pour se terminer sur la face dorsale de la base du deuxième métacarpien. Son action, extension et abduction du poignet, flexion du coude bien sûr puisqu'il est biarticulaire, et on vous dit qu'il est également supinateur si le court est en extension et pronateur s'il est en flexion. Et son innervation bien sûr c'est également le radial. Le muscle court extenseur radial du carpe, son origine se fait à la face antérieure du condyle latéral, en dessous du précédent. Lui aussi va donner un tendon très rapidement qui va cheminer en arrière et en dedans du long extenseur radial du carpe, donc à la face postérieure du radius, pour se terminer à la face dorsale de la base du troisième métacarpien. Il est innervé lui aussi par le nerf radial. Et il est extenseur et abducteur du poignet. Le muscle supinateur. Alors c'est le muscle le plus profond de la loge latérale et il est très important puisque c'est vraiment le muscle de la supination. Il va s'insérer, il va présenter plutôt deux chefs, un chef superficiel et un chef profond. Nous avons besoin des trois os en vue ventrale. Le chef superficiel, son origine se fait sur la partie caudale de la face antérieure du condyle latéral, sur le faisceau moyen du ligament collatéral radial du coude et sur le bord latéral de l'ulna dans son quart crânial. Les fibres sont obliques en bas et en dehors et s'enroulent autour du radius. Elles ont une obliquité d'autant plus grande qu'elles sont caudales pour se terminer sur la face latérale de l'ulna et du col, en dehors de la tubérosité radiale et sur le bord antérieur du radius jusqu'à l'insertion du rond pronateur. Vous remarquerez que contrairement à ce qui a été écrit sur le polycope, j'ai bien dit qu'il se terminait sur la face latérale du col du radius. Son innervation évidemment appartient au radial. Son chef profond, maintenant, va prendre son origine dans la fosse supinatrice, sous l'incisure radiale de l'ulna. Les trajets, les fibres sont horizontales, s'enroulant par l'arrière autour du col du radius pour se terminer, elle aussi, sur la face latérale du col du radius, et non pas médiale, et non pas antérieure plutôt, comme il est écrit sur votre polycope. Et vont se terminer en dehors et en arrière du chef superficiel. Son innervation également appartient au nerf radial. Et là, nous allons trouver des rapports importants puisque le nerf radial va se diviser en ces deux branches au niveau de l'interligne huméro-radiale, une branche superficielle qui va passer en avant du supinateur et une branche profonde qui va passer entre les deux chefs et descendre à la face dorsale de l'avant-bras pour aller innerver tous les muscles de la face dorsale de l'avant-bras. Alors l'action, le chef superficiel est biarticulaire, donc éphasique, et il est fléchisseur du coude et supinateur, d'autant plus que le coude est en extension. Quant au chef profond, il est lui monoarticulaire, il est seulement supinateur et sa supination est indépendante de la position du coude et notamment de sa flexion.
Alors, voici les rapports sur une coupe horizontale qui nous permettent de remettre en place la tubérosité radiale avec le tendon du biceps brachial, les bourses synoviales qui permettent le jeu de ces tendons, le chef profond, le chef superficiel du supinateur, entre les deux, la branche profonde du nerf radial. Il nous reste à voir donc les muscles de la loge postérieure qui sont répartis en une couche profonde et une couche superficielle. Alors cette couche superficielle est formée de muscles extenseurs des doigts, extenseurs du petit doigt et extenseurs ulnaires du carpe. Mais vous voyez que nous avons rajouté l'enconé que nous ne voyons pas sur cette coupe et bien sûr que nous allons étudier. Alors cette couche superficielle, nous allons commencer par voir le premier muscle qui part de l'épicondyle latéral et qui est le muscle enconé. C'est un très petit muscle qui s'insère à la face postérieure de cet épicondyle latéral, très court, oblique en bas et en dedans, et va se terminer sur le lait de crâne, sur la partie latérale et sur le tiers crânial de la face latérale de l'ulna, en continuation. Son innervation, il est innervé par le chef médial, le nerf du chef médial du triceps brachial et de l'enconé, donc c'est le même nerf qui va innerver le chef médial du triceps brachial et de l'enconé. Et c'est une branche donc du nerf radial. Et son action, bien sûr, est extenseur du coude. Le muscle extenseur ulnaire du carpe va prendre lui aussi son origine sur la face postérieure de l'épicondyle latéral, très près du sommet, et sur le versant latéral du bord postérieur de l'ulna. C'est l'homologue de l'extenseur du fléchisseur radial du carpe que nous avons vu. Lui, c'est l'extenseur ulnaire du carpe. Il va se mettre donc sur le long du bord postérieur. Son trajet descend légèrement oblique en bas et en dedans, et son tendon va passer au poignet dans un sillon qui est compris entre le processus styloïde et la tête de l'ulna. Voici ses insertions le long du bord postérieur de l'ulna, voilà, et le muscle, et sa terminaison sur la tubérosité de la base du 5e métacarpien, et son action, il est extenseur et adducteur du poignet. Maintenant, nous allons voir le muscle extenseur du petit doigt. Il naît lui aussi de la face postérieure de l'épicondyle latéral de l'humérus. Le trajet, les fibres sont obliques en bas et en dedans et passent dans un sillon ostéofibreux à la face dorsale du poignet. Son tendon va s'unir au tendon de l'extenseur qui est destiné au petit doigt, dont il va renforcer l'action, et il est également adducteur du poignet. Le muscle extenseur des doigts. Le voici qui se met en place. Son origine se fait également sur la face caudale de l'épicondyle latéral. Le corps musculaire forme une nappe qui va se terminer par 4 tendons. Et on va voir que cette terminaison va reproduire la terminaison des fléchisseurs que nous avons vus au niveau des doigts. Voilà. C'est ainsi que l'on va retrouver donc le métacarpe, P1, P2, P3. Et cette terminaison de ces tendons extenseurs va se faire à la face dorsale de la base de P2 et de P3. Chaque tendon va se diviser en 3 languettes. Une languette médiane qui va s'insérer à la base de P2 et 2 bandelettes latérales qui gagnent la base de P3. Alors, pour certains, il y a également une insertion sur P1. Alors, son action, évidemment, c'est l'extension des 4 derniers doigts, mais au niveau des plusieurs articulations, puisqu'il va étendre les interphalangiennes proximales et distales, en suivant les articulations métacarpophalangiennes et également le poignet. Et vous voyez qu'il est également adducteur du poignet, du fait de son insertion au niveau de l'épicondyle latéral.
Alors, puisque nous avons vu la couche superficielle, nous allons voir la couche profonde. C'est le long abducteur du pouce, le court extenseur du pouce. Et le long extenseur du pouce et l'extenseur de l'index ne figurent pas sur la coupe, mais bien entendu font partie de cette couche profonde de la loge postérieure des muscles de l'avant-bras. Le premier, c'est le muscle long abducteur du pouce. Son origine, face postérieure de l'ulna, face postérieure de la membrane interosseuse, face postérieure du radius. Son tendon va croiser celui des extenseurs radiaux du carpe et passer dans un sillon latéral de la face latérale de l'extrémité distale du radius, et pour se terminer sur la face latérale de la base du premier métacarpien. Il est abducteur et extenseur de l'articulation trapézo-métacarpienne du premier doigt, bien sûr, du pouce, abducteur du poignet et également supinateur. Et le dernier, c'est le muscle court extenseur du pouce qui va être situé au-dessous du précédent, qui va prendre lui aussi son origine sur la face latérale de l'ulna et la face postérieure du radius, ainsi que la face postérieure, bien sûr, de la membrane interosseuse entre les deux os. Il passe dans le même sillon que celui du long abducteur du pouce et va se terminer à la face dorsale de la base de la première phalange du premier doigt, c'est-à-dire du pouce. Et son action, il est extenseur et abducteur de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. La couche profonde de la loge postérieure, nous continuons donc avec le muscle court extenseur du pouce. C'est un muscle qui va se situer au-dessous du précédent et qui s'étend de la face postérieure de l'ulna. Voilà, il se met en place. Et de la face postérieure du radius en se prolongeant sur la membrane interosseuse entre les deux os. Il suit le précédent et il passe dans le même sillon que le long abducteur du pouce et va se terminer à la face dorsale de la base de la première phalange du pouce. Son action, il est extenseur et abducteur de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Ensuite, nous allons trouver le muscle long extenseur du pouce, situé lui aussi au-dessous du précédent, dont le trajet suit les deux premiers et qui va s'insérer sur la face postérieure de l'ulna, la face postérieure de la membrane interosseuse. Vous voyez là qu'il n'occupe que l'ulna et non pas le radius. Et dans son trajet, son tendon va passer dans un sillon qui est situé à la face postérieure de l'épiphyse radiale distale. Et sa terminaison va se faire sur la face dorsale de la base de la deuxième phalange du pouce. Et son action, il est extenseur de l'articulation interphalangienne du pouce, extenseur et abducteur du poignet. Donc le muscle qui nous intéresse maintenant, c'est le muscle extenseur du deuxième doigt ou de l'index. Il se met en place, vous voyez, en suivant le trajet des autres que nous venons de voir, avec une origine qui va se faire sur la face postérieure de l'ulna et la face postérieure de la membrane interosseuse. Dans son trajet, le tendon va glisser à la face postérieure du radius et fusionner avec le tendon de l'extenseur commun qui est destiné au deuxième doigt. Et sa terminaison se fait sur la face dorsale de la base des deuxième et troisième phalanges de l'index. Action, extension des interphalangiennes du deuxième doigt. Tous ces tendons qui aboutissent au deuxième doigt et au premier forment une région au niveau de la face dorsale de la main, du premier métacarpien et du carpe. Cette région s'appelle la tabatière anatomique. Elle est délimitée par le long extenseur du pouce en deux dents, le long abducteur, voilà, alors ça c'est le long extenseur de l'index, le long extenseur du pouce en deux dents,
le long abducteur et le court extenseur du pouce en dehors. Voilà. Et dans le fond de cette région, on voit passer des tendons. Le premier qui se met en place, ce sont des tendons du long et court extenseur radio du carpe. Au fond, l'artère radiale qui va traverser cette région et qui passe entre le premier et le deuxième métacarpien. Nous allons voir maintenant les muscles intrinsèques de la main. Alors, cette main est partagée en plusieurs régions. À l'extérieur et au niveau du pouce, nous allons trouver ce que l'on appelle l'éminence ténare et les muscles ténariens, court abducteur du pouce, court fléchisseur du pouce, opposant, et adducteur du pouce. Du côté du cinquième doigt, nous trouvons l'éminence hypoténare avec une liste de muscles hypoténariens, abducteur du cinquième doigt, du petit doigt, opposant, court fléchisseur, auquel nous avons rajouté, vous voyez que nous n'avons pas d'adducteur du cinquième doigt. Par contre, nous avons un quatrième muscle qui n'est pas vraiment un muscle hypoténarien puisqu'il est beaucoup plus superficiel, nous verrons, mais qui est rajouté à cette région puisqu'il se situe dans cette région. Et au milieu, la région palmaire moyenne et profonde dans laquelle nous allons trouver et décrire les tendons des fléchisseurs, les gaines synoviales qui entourent ces tendons des fléchisseurs, et aux tendons des fléchisseurs profonds, nous savons que sont annexés des muscles lombricaux. Et dans la loge palmaire profonde, nous allons trouver entre les métacarpiens et les phalanges des interosseux dorsaux et des interosseux palmaires. Débutons cette description par les muscles de la loge ténare, c'est-à-dire le court abducteur, fléchisseur, opposant et adducteur du pouce. En place, à droite, vous voyez le squelette de la main, sur lequel nous avons mis le rétinaculum, des fléchisseurs, avec ce que vous verrez ultérieurement en topographie, les deux nerfs, qui sont les deux nerfs qui vont innerver les muscles de la main. Le nerf médian qui passe sous le rétinaculum et le nerf ulnaire qui passe à l'intérieur dans un petit dédoublement de ces rétinaculums. Voilà, le premier se met en place, le court fléchisseur, le tendon, nous en reparlerons, l'opposant et le court adducteur. Court abducteur, pardon. Alors le premier, c'est le muscle adducteur du pouce. Voilà le squelette de la main. Les éléments qui nous intéressent, les éléments nerveux, c'est-à-dire le nerf ulnaire. Voilà. Ce muscle possède deux faisceaux. Un faisceau oblique supérieur qui s'insère sur le trapézoïde et le capitatum, et surtout un beaucoup plus grand faisceau transverse, qui est le faisceau inférieur, qui s'insère sur les bords palmaires des deuxième et troisième métacarpiens, parfois le quatrième, sur l'aponévrose palmaire et la capsule des deuxième, troisième, quatrième articulations métacarpophalangiennes. Et vous voyez qu'il se termine sur le sésamoïde médial de la première phalange du pouce et sur le tubercule médial de la base de celle-ci. Et son action, bien sûr, il est adducteur du pouce et participe à son opposition. Donc c'est le muscle le plus profond, c'est celui qui va permettre de ramener le pouce vers le troisième doigt, c'est-à-dire commencer la physiologie du pouce, c'est-à-dire d'abord l'adduction, ensuite on verra l'opposition, la flexion et l'abduction pour amener le pouce à sa position de départ.
Maintenant, le muscle court fléchisseur du pouce. Le rétinaculum et les éléments nerveux. Voilà. Ce court fléchisseur du pouce a une particularité. Il est formé d'un faisceau superficiel et d'un faisceau profond. Le faisceau superficiel a pour origine le rétinaculum des fléchisseurs et le tubercule du trapèze. C'est celui qui est en marron foncé. Et le faisceau profond, lui, s'insère sur le trapézoïde et le capitatum. Et la particularité, c'est qu'entre ces deux faisceaux glisse le tendon du long fléchisseur du pouce. La deuxième particularité d'ailleurs, que nous reverrons ultérieurement, c'est au niveau de son innervation, puisqu'il a la particularité d'avoir une innervation par le nerf ulnaire en ce qui concerne son faisceau profond et par le nerf médian en ce qui concerne son faisceau superficiel. C'est la raison pour laquelle nous avons mis d'emblée les deux nerfs sur ces schémas du court fléchisseur du pouce. Sa terminaison se fait sur le sésamoïde latéral, puis pour certains auteurs, mais on n'en tiendra pas compte, sur le tubercule latéral de la première phalange du pouce. Et son action, bien sûr, il est fléchisseur de la première phalange du pouce sur le premier métacarpien et va participer aussi à l'opposition. Donc nous avons commencé par rapprocher le pouce de l'axe de la main. Maintenant, nous allons le fléchir avant de continuer l'action de ce pouce. Nous continuons donc par l'opposant. Voici l'opposant. Il va du versant latéral du tubercule du trapèze et du rétinaculum des fléchisseurs au bord latéral du premier métacarpien sur toute sa hauteur. Bien évidemment, il est très important puisqu'il permet l'opposition du pouce et donc la pince. Et en même temps, vous voyez qu'il participe à l'abduction, c'est-à-dire qu'il va permettre aussi au pouce abducteur de ramener le pouce à sa position initiale. Position initiale qui est due au court abducteur du pouce. Le rétinaculum, le nerf médian. Alors, ce court abducteur du pouce prend son origine sur le tubercule du scaphoïde et le rétinaculum des fléchisseurs, bien sûr, et va se terminer sur le sésamoïde latéral, pour certains également sur le tubercule latéral, du pouce. Il va envoyer des expansions ou dossières qui vont contourner le bord latéral de la première phalange et se terminer sur les tendons du court et du long extenseur du pouce. On reverra ces expansions que l'on appelle également des dossières sur la terminaison au niveau des doigts. Son action donc, il est abducteur du pouce et participe à son opposition, c'est-à-dire qu'il va ramener le pouce en position initiale pour permettre à l'opposant de jouer, au court fléchisseur également, et au court adducteur dans le mouvement de ce pouce en opposition aux autres doigts. Alors nous passons maintenant voilà, l'éminence ténare et l'éminence hypoténare. Donc nous allons trouver là aussi 4 muscles. Nous avons dit 3 muscles appartenant vraiment à la loge hypoténare et un muscle supplémentaire dont nous allons parler qui s'appelle le court palmaire. Alors le muscle abducteur du petit doigt, il va naître du pisiforme et du ligament piso-amatome ou pisi-inciformien et se terminer au bord médial de la base de la première phalange du petit doigt. Il est fléchisseur et abducteur du petit doigt. Et bien entendu, il sera innervé par le nerf ulnaire. On trouve également un opposant au niveau de ce petit doigt, même s'il est moins important dans son action que celui du pouce. Il va de l'amulus de l'amatome au bord médial et à la face médiale du 5e métacarpien. Il est donc opposant du petit doigt. Il porte celui-ci en avant et en dehors. Voici le muscle.
Il y a une similitude d'ailleurs d'insertion avec celui que nous venons de voir au niveau du pouce. Et bien entendu, lui aussi sera innervé par une branche profonde du nerf ulnaire. Le dernier muscle est le muscle court fléchisseur du petit doigt. Il naît de l'amulus de l'amatome. Voilà. Et va se terminer sur le tubercule médial de la base de la première phalange du 5e doigt, parfois même sur le sésamoïde médial. Et bien sûr, il est fléchisseur du 5e doigt. Enfin, c'était le dernier. Non, c'est pas le dernier, puisque nous avons dit que nous avions également le court palmaire. Alors, ce muscle est un petit muscle sus-aponévrotique. Il est tendu de l'aponévrose palmaire à la peau, du bord médial de la main. Voilà. Il se dirige donc horizontalement dedans, recouvre les muscles hypoténariens. Donc, il est classé avec les hypoténariens. On peut le considérer comme un hypoténarien. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, nous continuons ces muscles intrinsèques avec, après l'éminence sténare et l'éminence hypoténare, la loge palmaire moyenne et profonde dans laquelle nous avons dit que nous trouvions les tendons des fléchisseurs avec les gaines synoviales et les muscles lombricaux, et la loge palmaire profonde avec les interosseux dorsaux et les interosseux palmaires. Au tendon des muscles fléchisseurs profonds des doigts, qui passent bien sûr sous le rétinaculum, vous l'avez appris, vont s'annexer au niveau métacarpien ce que l'on appelle des muscles lombricaux. Alors, l'origine de ces muscles par rapport à l'axe du corps. Le premier va se fixer sur le bord latéral du tendon destiné à l'index. Le voilà. Le deuxième sur le bord latéral du tendon qui est destiné au médius, c'est-à-dire le 3e doigt. Le voilà. Ensuite, le troisième s'insère sur le bord, prend son origine plutôt sur le bord médial du tendon destiné au médius et sur le bord latéral du tendon destiné à l'annulaire. C'est-à-dire qu'il est à cheval entre les deux et va donner donc deux insertions d'origine en V. Le quatrième, même chose, c'est-à-dire sur le bord médial du tendon destiné au 4e doigt et sur le bord latéral du tendon destiné à l'auriculaire, c'est-à-dire au 5e doigt. Trajet. Les deux premiers ont un aspect péniforme, les deux autres sont bipénés. Et ils vont se diriger en règle générale vers leur terminaison, sur le bord du tendon des muscles interosseux qui vont leur correspondre et donc vont faire former avec ces muscles interosseux ce que l'on appelle les dossières. Pour certains auteurs, cette terminaison va se faire par une mince languette sur la face la plus éloignée de l'axe de la main et la base de la première phalange. Dans ce cas, on dit que P1 n'est plus une phalange suspendue, puisqu'elle est accrochée par un tendon. L'innervation de ces muscles lombricaux est assez particulière, parce que vous voyez que pour les deux médians, c'est-à-dire les deux lombricaux qui sont situés le plus près de l'axe du corps, qui sont en dedans, l'innervation se fait par le nerf ulnaire. Par contre, pour les deux lombricaux qui sont le plus en dehors, l'innervation se fait par le nerf médian. Action. Ils sont fléchisseurs de l'articulation métacarpophalangienne, extenseurs des articulations interphalangiennes, et ce d'autant plus que le fléchisseur profond des doigts est contracté. Ils sont également abducteurs du 2e doigt et adducteurs des 4e et 5e doigts. Tout ce qui est souligné dans ce texte est à corriger sur les anciens polis que vous pouvez avoir du membre thoracique. Donc,
On répète, abducteur du deuxième doigt, adducteur quatrième et cinquième doigt, mais fléchisseur, action commune, des articulations métacarpophalangiennes, extenseur des articulations interphalangiennes, et ce pour les muscles lombricaux. Alors, dans la loge profonde, nous avons dit qu'il y avait des interosseux. Ces interosseux dorsaux et ventraux qui sont entre les métacarpiens. Les dorsaux, ils sont au nombre de 4, un par espace interdigital. Voilà les origines. Par 2 chefs qui se fixent sur les faces latérales des 2 métacarpiens de l'espace interosseux. Sur le métacarpien le plus proche de l'axe de la main, il se fixe sur les 2 versants ventral et dorsal. Mais sur le métacarpien le plus éloigné de l'axe de la main, l'insertion se fait que sur le versant dorsal, laissant libre le versant ventral, parce que nous allons avoir sur ce versant ventral l'insertion de l'interosseux palmaire. Donc, sur les faces latérales des 2 métacarpiens, ça c'est pas un souci, sauf que versant ventral et latéral, quand on s'adresse au métacarpien qui est le plus proche de l'axe de la main, par contre, que sur le versant dorsal pour le métacarpien le plus éloigné de l'axe de la main. C'est ce que je vous ai matérialisé. Par les petites flèches vertes. Le trajet, les 2 chefs vont fusionner en un seul corps péniforme, d'où va se dégager un tendon. Et nous allons voir comment ce tendon va se terminer en formant ce que l'on a appelé les dossières. Voilà, nous remettons nos interosseux dorsaux. La terminaison. Le tendon se sépare en 2 faisceaux. Un faisceau superficiel et un faisceau profond. Le faisceau profond, lui, va se terminer à l'extrémité proximale de la première phalange, du 2e, 3e et 4e doigt. Ça, c'est simple. Par contre, le faisceau superficiel, lui, va recevoir le lombrical correspondant et rejoint le système extenseur du doigt, correspondant, qui va être situé le plus près de l'axe de la main. Et la terminaison va se faire par des dossières. Voilà le tendon du muscle du long fléchisseur profond des doigts. En arrière, vous avez vu, puisque nous sommes ici sur une vue latérale, le tendon du muscle extenseur. Alors, en place le muscle lombrical correspondant, le muscle interosseux qui nous intéresse, et la terminaison se fait par une dossière proximale qui va se fixer sur l'extenseur juste au-dessus de l'articulation métacarpophalangienne. Et voilà, la dossière proximale. La dossière moyenne va s'insérer sur la bandelette médiane du tendon de l'extenseur, et non pas médiale, comme il était écrit dans certains polycopiés. Voilà la dossière moyenne. Et enfin, la dossière distale se fixe sur la bandelette latérale. Ces dossières, voilà, dossière distale, les dossières forment l'aponévrose dorsale du doigt. Ça, c'est bien sûr donc la terminaison du faisceau superficiel, vous voyez, en dossière proximale, moyenne et distale. L'innervation va se faire par une branche profonde du nerf ulnaire.
action de ces intéresseux dorsaux. Ils écartent les doigts et donc sont abducteurs des articulations métacarpo-phalangiennes du deuxième et du quatrième doigt. Ils participent à la flexion des articulations métacarpo-phalangiennes et à l'extension des articulations interphalangiennes. Et je vous ai bien mis en bas, attention, correction, page 64 sur les anciens polis. Alors, puisque nous avons des palmaires, les dorsaux, nous avons des palmaires, donc les muscles interosseux palmaires maintenant. Origine sur le métacarpien le plus éloigné de l'axe de la main, sur le versant ventral, puisqu'on a vu qu'il était laissé libre justement ce versant ventral de l'insertion des interosseux dorsaux, donc il s'insère sur le versant ventral du métacarpien le plus éloigné de l'axe de la main, et cette insertion se fait sur les 3/4 crâniaux, en donnant un tendon qui va se dédoubler en 2 faisceaux, et là aussi on va trouver une terminaison superficielle et profonde. Alors, la terminaison du faisceau superficiel. Le faisceau superficiel va recevoir le lombrical correspondant et va aller rejoindre le système extenseur du doigt, que l'on a vu tout à l'heure, du doigt correspondant bien sûr, qui est situé le plus près de l'axe de la main et va se finir par les 3 dossières. Et le faisceau profond va se terminer à l'extrémité proximale de la première phalange, qui correspond au métacarpien dont il est issu. Et parfois, certains ont dit qu'il y avait une insertion sur P1 discutée. Bon, on s'en moque. L'innervation se fait par la branche profonde du nerf ulnaire. Et au niveau de son action, attention, j'ai souligné certaines choses, il rapproche les doigts, ils sont donc adducteurs des articulations métacarpophalangiennes, ils participent à la flexion des articulations métacarpophalangiennes et à l'extension des articulations interphalangiennes. Alors souvent, c'est l'interosseux palmaire au niveau du premier est confondu avec le faisceau oblique de l'adducteur du pouce. C'est la raison pour laquelle sur certains livres, vous pouvez ne pas trouver 4 interosseux palmaires et celui du premier espace n'est pas noté. Leur action, adducteur des premières, deuxième, quatrième et cinquième articulations métacarpophalangiennes. Vous voyez que le troisième n'est pas intéressé. Ils participent à la flexion, ils sont fléchisseurs plutôt des articulations métacarpophalangiennes et extenseurs des articulations interphalangiennes. On se résume. Les dorsaux sont abducteurs du deuxième doigt et adducteurs des quatrième et cinquième. Les palmaires sont adducteurs des premières, deuxième, quatrième, cinquième articulations métacarpophalangiennes. Ça, c'est ce qu'ils ont de différents. Par contre, ils ont une action qui se superpose, puisque vous voyez que tous les deux, fléchisseurs des articulations métacarpophalangiennes et extenseurs des articulations interphalangiennes. Prenons le temps de les revoir tous. Voilà, le rétinaculum, le court abducteur, l'opposant, le court fléchisseur, avec le tendon du long qui passe entre les deux faisceaux, et l'adducteur, vous voyez, avec le faisceau oblique et le faisceau transverse. Ça, ce sont les muscles de la loge hypothénare, de la loge ténare. La loge hypothénare, voici, le court abducteur du petit doigt, l'opposant du petit doigt, et le dernier, le court réfléchisseur et l'opposant du petit doigt. Et au niveau de la vascularisation, de l'innervation, le médian pour les muscles de la loge ténare et l'ulnaire pour les muscles de la loge ténare et le muscle adducteur du pouce et le faisceau profond du court fléchisseur.
Si on fait une coupe transversale au niveau de la ligne qui vient de s'inscrire, nous allons voir les nerfs des loges palmaires. Voilà la coupe. Et on récapitule. Vient de se mettre en place les 5 métacarpiens en coupe transversale. En arrière, le tendon des extenseurs, vous savez que les extenseurs au niveau de la main sont innervés vous le saurez, par le nerf radial. Le nerf ulnaire, on répète, va innerver les muscles de la loge hypothénare, le court palmaire, les interosseux dorsaux, les interosseux ventraux. Et dans les muscles extrinsèques, dont nous ne voyons que les tendons, nous allons voir que ce nerf ulnaire innerve les 2 faisceaux les plus médians du fléchisseur profond, du long fléchisseur profond. Et comme nous l'avons dit, le court adducteur et le faisceau profond du court fléchisseur du pouce. Voilà. Vous voyez les petites branches jaunes qui sont l'innervation appartenant au nerf ulnaire. Et le nerf médian, eh bien voilà, tous les muscles de la loge sténare, sauf ce que l'on a dit, le court adducteur et faisceau profond du court fléchisseur, vous voyez, en bleu. Et bien entendu, le fléchisseur superficiel des doigts et les 2 faisceaux les plus latéraux du fléchisseur profond sont innervés par le médian, en bleu. Il y a une anastomose qui se fait au niveau du court fléchisseur, elle va se mettre en place. C'est cette anastomose entre les 2 systèmes d'innervation que l'on appelle l'anastomose médio-ulnaire ou de Rich et Canieux. Est-il besoin de répéter? Je vous laisse regarder. Les gaines synoviales digitales. Voilà. En rose, ce sont les gaines synoviales qui sont formées d'un feuillet viscéral et d'un feuillet pariétal et qui vont engainer les tendons des fléchisseurs profonds et superficiels des doigts, de façon à ce que ces tendons puissent avoir un jeu libre à l'intérieur. Ces gaines présentent des récessus. Un récessus distal qui va s'arrêter à la base de la 3e phalange et un récessus proximal qui va remonter à peu près 10 mm au-dessus de l'interligne métacarpophalangien. Voici la disposition de ces gaines. Si nous remettons en place tous les tendons qui intéressent la main, nous allons voir que certains tendons possèdent une gaine propre et, en ce qui concerne les tendons des fléchisseurs, une gaine commune. Voilà, le superficiel et le profond. La gaine propre du tendon du muscle long fléchisseur du pouce, la gaine propre du muscle fléchisseur radial du carpe, et les gaines digitales qui sont propres au 2e et au 3e doigt. Par contre, nous avons une gaine commune au niveau du 5e doigt et qui va remonter jusqu'au niveau du poignet. La voilà en coupe. Elle va engainer les 2 fléchisseurs médiaux des fléchisseurs superficiels. Par contre, elle engaine tous les tendons des fléchisseurs profonds des doigts et elle revient entre les 2 et nous retrouvons les gaines propres du long fléchisseur du pouce et du muscle fléchisseur radial du carpe.